Bonjour à tous, bienvenue à la conférence Femmes entrepreneurs organisée par My Private Coach App. On est là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est important et qui est malheureusement toujours d'actualité, c'est la place des femmes dans notre société et surtout l'augmentation assez normale des femmes entrepreneurs, mais aussi la difficulté que ces femmes ont pour avoir leur place justement et pour pouvoir, on va dire, grandir et évoluer comme les hommes. Je vais commencer cette conférence par une rapide introduction sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire les femmes entrepreneurs et la situation actuelle en France. On va faire un focus sur la France, mais on a des intervenantes qui ont des expériences en France, aux États-Unis et en Australie, donc ça va vous donner aussi une perspective du fonctionnement des autres pays. Donc en France, l'entrepreneuriat se développe de plus en plus. Donc en 2018, on avait 4 entreprises sur 10 qui étaient menées par des femmes et leur présence ne cesse d'accroître dans ce domaine. On trouve quand même dans les statistiques qu'il y a certains secteurs où il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui montent leur entreprise. On va dire la construction, les transports et la communication sont en majorité montés et lancés par des hommes, alors que les femmes sont présentes dans les secteurs qui vont être la santé humaine et l'action sociale, les services à la personne ou l'enseignement. Donc il y a quand même encore pas mal d'inégalités dans ces secteurs-là. Et on retrouve surtout qu'il y a encore pas assez de femmes dans la création de start-up et le secteur de la tech. On n'a que 11% de femmes dans le secteur de la tech. Alors qu'on sait très bien qu'à la sortie d'études, les femmes sont en général beaucoup plus… en tout cas, on commence à arriver à parité sur tout ce qui est ingénieur et profil mathématique. Donc, c'est important d'en savoir plus là-dessus et surtout de réussir à faire changer les choses. On sait très bien que les raisons sont souvent le manque de temps pour concilier leur vie pro et leur vie perso, la peur de s'endetter ou encore des difficultés à trouver des financements. Donc, on va en parler aujourd'hui parce qu'on a des femmes entrepreneuses, on a des femmes business angels, on a des femmes qui ont travaillé dans la diplomatie donc pour le gouvernement. Donc, l'idée de cette conférence, c'est de vous donner des informations, que vous soyez femme ou homme entrepreneur, pour en faire en sorte qu'il y ait plus de problèmes d'inégalité et que les femmes qui ont envie de lancer leur entreprise demain aient toutes les clés en main pour le faire. Donc, je vais commencer par une présentation rapide des intervenantes. Nous avons donc Catherine Barbara Caramonti, Anne-Claire Legendre, Fatou Ndiaye, Wafa Madnous et Anaï Nguyen Lodza. Donc, je commence par une description un peu plus détaillée de vous et vous allez pouvoir nous expliquer un peu plus en détail votre parcours parce que c'est aussi important de savoir ce qui vous a mené à l'entrepreneuriat et à vos postes respectifs. Donc, Catherine, vous avez de multiples casquettes. Vous êtes entrepreneuse et pionnière du e-commerce, experte en transformation numérique du retail et vous êtes une des 5 femmes business angels les plus actives de France. Et vous investissez depuis des années dans la promotion de la diversité. Moi, je vous connais par le WIN Forum de New York, qui est le forum sur les femmes et l'innovation à New York. Vous êtes marraine de l'association Nos quartiers ont des talents, qui accompagne les jeunes vers l'emploi. Vous êtes chroniqueuse dans de nombreuses émissions. Et je suis sûre que certains vous connaissent par l'émission Qui veut être mon associé, diffusée sur M6. Et vous faites partie du club des 50 business angels français les plus actifs avec 250 000 € investis et sûrement plus depuis cette émission. Donc en fait, vous avez fait beaucoup de choses. Le focus aujourd'hui, ça va être sur votre rôle de business angel parce qu'on sait très bien que c'est ce qui manque cruellement pour les femmes aujourd'hui. Et aussi, vous avez un parcours qui est impressionnant. Vous êtes pionnière sur beaucoup de choses et vous êtes surtout une femme engagée qui regorgeait d'idées et de convictions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui t'a motivée à aller plus loin, à te dépasser toujours et toujours et toujours? Catherine. Quelle intro, mon Dieu. Merci Marie. Je suis ravie d'être avec vous toutes. Cette belle table. Moi, ce qui m'a motivée, mais je pense que c'est la même chose pour vous. La première chose, moi, mon moteur, c'est la curiosité. J'ai un appétit inouï pour tout ce que je ne connais pas, pour tout ce que je ne sais pas faire. J'ai envie de creuser ces sujets. Et la meilleure façon de creuser un sujet, c'est pas théorique, c'est de faire. C'est dans l'action qu'on apprend le mieux.
mon autre moteur, évidemment, c'est une espérance. Moi, je crois qu'on peut changer les choses. On a une responsabilité de changer les choses et que le changement, ce n'est pas quelque chose qu'on observe, c'est quelque chose que l'on fait. Et que je pense que demain peut être meilleur si j'y contribue activement. Donc, j'ai cette espérance-là. Et puis, j'ai aussi une énergie de dingue qui me donne envie d'explorer, qui me donne envie d'entreprendre. Et je pense que, du coup, tout ce que j'ai accompli depuis que j'ai commencé à travailler il y a 20 ans, ça s'enracine dans cette curiosité, dans cette espérance, dans cette énergie. Et c'est ce qui me pousse à entreprendre, à financer des entrepreneurs et des entrepreneuses et à déménager, voilà, comme on peut voir sans cesse. Merci Catherine. Oui, donc je retiens curiosité, espérance, espoir. Et puis en effet, quand on veut changer les choses, en général, il vaut mieux commencer par soi-même. Par l'action. Merci Catherine. Donc Anne-Claire, donc tu es consul générale de France à New York. Je vais faire quand même un petit parcours. Donc chargée de mission auprès du directeur des Français à l'étranger, rédactrice Algérie à la direction Afrique du Nord et Moyen-Orient, conseillère au Conseil de sécurité à la représentation des Nations Unies sur la Syrie, le Liban, la Palestine, conseillère Afrique du Nord, Moyen-Orient du ministre. Donc, en fait, ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que tu as été la première femme à être nommée à ces fonctions. Donc, tu es qualifiée de pionnière dans toutes tes fonctions administratives. Au-delà des fonctions, c'est ça qui compte et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ce qui t'a motivée à exercer ces fonctions en tant que pionnière? Merci Marie, merci de cette question et merci à toutes d'être là. C'est très sympa de pouvoir participer à cette conversation ce matin. Moi, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de parcours défini et que j'avais pas du tout cette idée en tête quand j'avais 18 ans. Je ne savais pas du tout que j'allais devenir diplomate. Je me serais jamais imaginée dans cette fonction. Donc, je pense que pour les jeunes gens, ce qu'il faut retenir, c'est exactement ce que disait Catherine. C'est ce qui doit nous pousser, c'est la curiosité, la passion. Je pense pas qu'il faille se mettre dans la tête qu'il y a une carrière raisonnable ou une ambition à poursuivre qu'on aurait définie depuis le début. En fait, c'est le chemin qui nous amène là où on est. Et à partir du moment où on choisit la passion, on arrive à dépasser ses peurs, on arrive à dépasser aussi les construits sociaux. Et finalement, ça se fait un peu petit à petit de façon très organique, juste parce qu'on a suivi un film qui nous porte au jour le jour, grâce à cette curiosité renouvelée et voilà, le fait d'essayer d'aller dans des directions diverses. Je suis comme Catherine, en tant que diplomate, on déménage tous les 3-4 ans. Et donc, c'est c'est à la fois un énorme investissement, mais c'est aussi une curiosité renouvelée. Tous les 4 ans, il faut rencontrer à nouveau des gens, comprendre un environnement culturel, se replonger dans un environnement politique et le comprendre. Et ça garde évidemment éveillé et ça permet de ne pas s'asseoir sur des choses acquises et d'avoir toujours ce moteur pour continuer à avancer. Et puis, comme le disait Catherine également, je pense que ça, d'être une femme et à la fois la première à chaque fois sur tous les postes que j'ai exercés, ça donne en effet une responsabilité. Mais je pense que pour les jeunes femmes aujourd'hui, c'est une chance d'être une femme. Je pense qu'il faut le comprendre comme ça. Évidemment, c'est un défi. On voit bien qu'il y a beaucoup de barrières qu'il faut encore pousser, soulever, essayer d'amener plus loin. Mais en même temps, ça donne une adrénaline supplémentaire d'être la première, la pionnière, d'être celle qui va faire bouger les lignes, celle qui vont reformer le monde de demain. Et c'est ce qu'on fait toutes, je crois, autour de la table. On est vraiment des partie prenante à la réinvention d'un monde. Et ça, il n'y a pas de plus belle adrénaline pour se lever le matin et avoir envie de continuer. Merci. C'est génial parce que quand j'entends Anne-Claire, je me dis, non mais moi, je pourrais être consul ou ambassadrice et elle, investisseuse et entrepreneuse. En réalité, on partage le même mindset. C'est formidable. On va faire un vive la vie, Anne-Claire. Exactement. Voilà, merci en tout cas, Anne-Claire. En effet, je pense peu importe le rôle, qu'on soit entrepreneur, salarié, parent, ce qui compte, c'est cette flamme, c'est cette curiosité, cette envie d'apprendre. Et parce que quand on arrête d'apprendre, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, merci beaucoup, Anne-Claire. Fatou, je me tourne vers toi. Donc, toi, tu as fait tes armes chez KPMG en Australie, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat en fondant The Great Village. Donc, tu es globe-trotteuse,
parce que là, tu nous parles d'Amsterdam, serial entrepreneuse, et tu as l'ambition de changer le statu quo et d'aider tes clients à réaliser leurs rêves. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, nous expliquer aussi le concept de The Great Village et ce qui t'a motivé à devenir entrepreneuse? Merci. Et ça fait vraiment plaisir d'être là, de retrouver des têtes connues que je connais pas encore. C'est vraiment génial. Alors moi, mon moteur, c'est clairement les rêves. C'est clairement ce qui m'a conduit depuis que je suis petite dans ma chambre à rêver de voyager, à visiter du coup 55 pays, à de travailler en export et en export international. C'est ce qui m'a conduit à déménager à Singapour avec mon sac à dos en me disant voilà, j'ai le rêve de commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays, comme disait Anne-Claire, de découvrir une nouvelle culture et me faire de nouveaux amis. C'est également ce qui m'a conduit en Australie à conquérir ce rêve de travailler pour un grand cabinet. Et au final, c'est ce rêve-là qui m'a également conduit à The Great Village parce que je me suis rendu compte, par cette expérience à KPMG, qu'il y avait des choses dans ce monde en fait, je n'aimais pas. Ça ne me correspondait pas. Il y avait des injustices, que ce soit des injustices par rapport au sexe, à la couleur, à la religion, qui, moi, ça ne me correspondait pas. Et comme l'a dit également Catherine, en fait, plutôt que de me plaindre de ce monde que je voyais, je me suis dit, voilà, je vais agir. J'ai des pouvoirs, j'ai des compétences, j'ai un réseau, je peux me servir de tout ça pour créer ce monde de demain que je voudrais voir. Et donc, c'est de là qu'est venu The Great Village. Je me suis dit, voilà, en fait, je ne suis pas la seule à avoir des rêves. Mais si on arrive à s'accomplir chacun personnellement et à réaliser ses rêves personnels, on sera donc dans une meilleure place pour offrir au monde tout ce qu'on a à offrir. Et donc, The Great Village, c'est une communauté d'audacieux et d'audacieuses, comme nous toutes, qui échangent leurs ressources sans échange monétaire, dans le but d'aider des entrepreneurs engagés à créer et à faire grossir des boîtes engagées et qui ont vraiment cette ambition d'avoir un impact, que ce soit social, environnemental ou économique dans le monde. Et donc aujourd'hui, on a aidé une 50aine de startups à se créer. On a une communauté autour du monde qui s'entraident, qui designent des logos, qui prêtent des lieux, qui font des conférences ensemble aujourd'hui. Donc le WAFA notamment, dont on entendra parler, fait partie de Great Village depuis très longtemps. Et Catherine également. Donc voilà pour moi et pour The Great Village. Et je suis vraiment ravie qu'on ait cette discussion aujourd'hui parce que les femmes entrepreneurs, pour moi, c'est vraiment le futur, c'est demain, c'est aujourd'hui déjà, et en plus, ce sera demain, parce qu'on a, et ça revient en fait à ce que tu disais par rapport au taux de femmes qui travaillent dans le social, dans le care. On a vraiment quelque chose de spécial, d'unique à offrir, mais pas que dans ce domaine-là, en fait, dans l'investissement, que ce soit comme Catherine, que ce soit dans les startups, que ce soit dans les incubateurs. En fait, on a tout quelque chose à offrir. Et il est temps de créer le monde où chacune a le pouvoir de faire ce qu'elle a envie d'offrir. Merci beaucoup, Fatou. C'est en effet pour ça qu'on est là. Et oui, moi, regarder ces chiffres, ça m'a aussi dérangée. Parce que j'ai beaucoup d'amis aussi ingénieurs et sont aussi tout à fait capables de monter des boîtes dans la tech. Et j'ai envie de leur dire, allez-y, c'est le moment. En plus, clairement, on est dans une période de crise. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut faire maintenant, en fait, parce que le monde en a besoin. Donc, Wafa, à ton tour. Donc, toi, tu te définis comme une femme, une mère et une serial entrepreneuse passionnée d'innovation et de tech. Tu as également un parcours très varié et ce que j'ai retenu quand tu m'as décrit ton parcours, c'est que tu as travaillé dans de grands groupes, dans des environnements assez masculins. Et tu as rejoint, il y a 6 ans, l'incubateur de start-up Louvre Lens Valley en tant que directrice générale. Donc, au sein de cet incubateur, tu accompagnes les entrepreneurs et les entrepreneuses et les entreprises à structurer et à accélérer leurs projets. Tu es aussi mentor Women in Africa, donc coach et entrepreneuse. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ce qui t'a motivée à devenir entrepreneuse? Oui, alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là. En plus, j'en connais certaines, donc ravie. Et puis, c'est un sujet qui me parle tellement que j'étais super excitée depuis ce matin pour la conf. Alors, depuis toute petite, je sais ce que je veux faire, même si c'est un métier qui n'existait pas. Et quand on posait la question, Wafa, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je disais, c'est simple, j'aurai une mallette, je voyagerai partout et je ferai des affaires. Et là, la maîtresse et le maître se moquaient de moi en me disant, mais Wafa, ça n'existe pas. Je disais, non, mais si, vous verrez, ça existe. Donc, en fait, tout ça pour dire que j'ai toujours aimé l'inattendu et le changement. C'est vraiment un driver dans ma vie et j'ai un petit côté rebelle, c'est-à-dire que je suis là où on ne m'attend pas.
Et ça, c'est avec la maturité que je suis capable de mettre des mots sur finalement ce qui me drive depuis toute petite. Mais voilà. Et donc, finalement, j'ai très tôt compris qu'il y avait effectivement pas mal d'injustices dans ce monde où on est une petite fille qui grandit, qui vient d'une double culture, parce qu'effectivement, je suis et africaine du Nord et européenne, donc grandit entre une double culture qui pousse à l'agilité et l'adaptation en continu, ne serait-ce que par la langue, que par le public, que par le milieu. Et en fait, quand on est une femme, on doit s'adapter en continu. En face de la famille, on n'est pas la même. Au boulot, on n'est pas la même. En face d'un public très masculin, on n'est pas la même. Et donc, j'ai très vite compris qu'en fait, mes compétences ne suffiraient pas et que finalement, quand on est une femme, on doit redoubler d'efforts à chaque fois, surtout dans un domaine très masculin vers lequel je me suis dirigée volontairement, le monde de l'industrie lourde. Je vous donne un exemple concret, Alstom TLS, où j'ai accompagné, je me suis toujours retrouvée dans des parcours d'accompagnement à la transformation par le digital, parce que je viens de la digital et de la tech, qui était à l'époque déjà un monde très masculin, parce que quand on est à l'école, on ne vous pose pas foncièrement à faire des écoles de télécom, d'ingénieurs ou de l'infrastructure, ben non. Donc, il faut vraiment déjà très tôt se battre pour aller dans ces formations-là. Et puis, je me suis dit volontairement, je vais aller là où on ne m'attend pas, je vais aller dans ce domaine très masculin pour comprendre, et puis pour moi aussi faire ma place. Et c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, par amour et du changement et de l'inattendu, parce qu'en fait, quand on aime le changement, ça nous pousse à nous réinventer continuellement et à sortir de sa zone de confort. Et en fait, en faisant ça, on fait grandir sa zone de croissance. En fait, c'est super bénéfique. Et il faut des pionnières, il faut des gens qui poussent les portes pour que les autres puissent suivre. Donc, c'était un peu mon challenge. Donc, c'est pour ça que je suis passée par les grands groupes. Des incohérences détectées qui m'ont fait quitter les grands groupes en me disant je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'aurai plus d'impact et de pouvoir changer les choses. Un monde où j'atterris aux côtés du Louvre. Alors là, c'était un grand changement en disant la culture, j'en consomme comme tout le monde, mais je n'ai pas fait l'école du Louvre. Le fameux syndrome de l'imposteur qu'une femme peut avoir en se disant mais je ne suis pas assez bien pour ça. Alors que généralement, les hommes ne se posent pas la question, ils y vont et ils apprennent sur le tas. Et nous, on se dit mais non, je n'ai pas checké 100% des cases, donc je ne peux pas y aller. Et grâce à des rencontres et des soutiens, mais j'y suis quand même allée. Et effectivement, je suis une passionnée de tech et de digital, mais à impact et avec du sens. Et je crois foncièrement en les femmes et en le pouvoir des femmes dans ce monde-là. Simplement parce qu'une femme a une capacité de résilience qui est déjà innée. On a cette capacité à se nourrir de la contrainte et à la transformer en opportunité. Et à surfer parfois dans l'incertitude parce qu'en fait, on est né dans un monde inégalitaire depuis toute petite, il faut le dire. Et je vais juste vous donner un exemple hyper simple que j'ai découvert très récemment. On est dans une société où elle est quand même assez sexiste et même le langage français, finalement, et même international, est sexiste. C'est une découverte que j'ai faite il y a très peu de temps. Et je vais vous donner un exemple simple. Qui n'a jamais entendu la phrase « Oui, les femmes conduisent moins bien que les hommes ». Je pense qu'on l'a déjà. Dans mon cas, c'est vrai. Hein. Dans mon cas, il ne faut pas me confier. Mais bon, il s'avère que j'adore les voitures et j'adore la conduite. Donc, mais en tout cas, juste pour vous donner un exemple. Et ben en fait, je vais vous donner un exemple un peu choc, mais qui permet de prendre conscience. Si on remplace dans cette phrase le mot femme par noir et le mot homme par blanc, ça ferait une phrase qui pique et qui n'est pas acceptable. Je ne vais même pas la dire parce qu'elle est très désagréable. Donc, voilà. Tout ça pour donner un peu une perspective du fait que finalement la société dans laquelle on grandit, sans s'en rendre compte, est une société qui nous envoie en permanence des messages du genre toi femme, ben oui, et peut-être moins à ta place ou moins capable d'atteindre tel poste. Un autre exemple très concret, au XVIIIe siècle, parce que j'adore l'histoire, les mots philosophesse et autres ont été supprimés par les dirigeants volontairement. Pour dire qu'il y a des mots comme directeur de recherche qui pourraient être directrice de recherche, mais qui sont interdits par l'Académie française encore aujourd'hui. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui n'est pas conscient n'est pas puissant. Et quand on en prend conscience, on se rend compte que, ben oui, on a des choses et des codes à faire sauter pour que tout le monde se sente à sa place. Voilà. Et pour ça, il faut parfois provoquer l'inattendu. Merci ça beaucoup. peut faire des choses simples, non? J'ai envie de réagir à ce que tu dis, si tu m'autorises, Marie. Mais ça passe par des choses simples qu'on peut faire chacune tous les jours. C'est dire non. C'est dire non, tu ne dis pas ça.
Tu vois, il y a combien de fois dans nos vies quotidiennes ou professionnelles où on s'est dit j'aurais dû le dire. J'aurais dû le dire, mais je n'ai pas osé. Quoi. Et donc, mais dis-le parce que sinon, tu es aussi complice de ce qui s'accomplit. Tu es complice de ce qui se met en place. Ouais, carrément. Moi, Et du coup, là, tu me fais penser à un mot qui, pour moi, résonne de plus en plus fort, c'est la sororité. Alors, pas dans le sens en opposition à la fraternité, ce qui n'est pas l'objectif, mais en se disant, quand on agit au nom de toutes les femmes aussi. Quand on dit non à quelque chose, on dit non aussi au nom de toutes les femmes. Et un truc très bête que j'ai décidé de faire, même si je sais que ce n'est pas autorisé, mais je vous le dis parce que, voilà. En général, dans un mail, quand tu as 80% destinataires femmes et 1% destinataires hommes, tu vas commencer par chers tous et toutes. C'est pas j'ai décidé d'appliquer la règle du proportionnel et quand j'aurai plus de femmes que d'hommes, eh bien, le masculin ne l'emportera pas. C'est aussi ma manière de militer en me disant, mais oui, mais attendez, ça gêne personne qu'en fait, il y ait 80% et puis pour 1%, finalement, c'est des petites choses simples, mais quand on en prend conscience, j'ai posté une story là-dessus parce que ça m'avait tellement… quand on en prend conscience, les gens disent « Ah mais oui, tu as raison ». Mais en fait, si on ne le met pas en lumière, ça reste dans l'ombre. Et Wafa, si je peux rebondir aussi sur les noms de métiers et la féminisation. Alors, de fait, l'Académie française n'aime pas trop ça. Donc, moi, le premier tweet que j'ai reçu quand j'étais consul général nommé à New York, donc, évidemment, j'ai mis un E à consul, le général, le. Et donc, j'ai reçu un tweet me disant immédiatement que c'était contraire aux règles de l'Académie française. C'était le premier tweet que j'ai reçu en arrivant. Mais il faut savoir que depuis 1986, c'est imposé par la réglementation. Il y a un décret du Premier ministre, qui était Laurent Fabius à l'époque, qui a imposé la féminisation des noms de métiers. Donc, il faut le revendiquer haut et fort et juste remplacer les termes masculins qu'on nous impose par des termes au féminin. C'est ça. C'est fou. Hein. Et rien à voir, mais je vous conseille, si vous ne la connaissez pas, je l'ai découverte récemment, Noémie Delattre, qui est une, je sais pas, actrice, elle fait des TEDx, etc. Il y a un super TEDx sur le langage qu'elle a fait à Genève, sur la langue française comme étant sexiste. Et elle donne tellement d'exemples concrets. En sortant de là, on peut juste dire « Ouais, il y a un truc à changer quand même. » Ça se trouve la devise française quand même. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas en opposition avec égalité? Peut-être que solidarité, ce serait mieux, non? Merci Wafa. En effet, tout ce que tu me dis là, ça me fait penser. C'est l'éducation en fait. On en parlera un peu plus loin, mais j'ai une fille et voilà. Et puis en bilingue, donc c'est vrai que déjà on se rend compte que dans les deux langues, il y a moins de problèmes en anglais qu'en français sur certaines choses. Enfin, c'est intéressant aussi d'aller un peu plus loin. Je regardais l'histoire des femmes. Le droit de vote en famille, en France, il est arrivé quand même assez tard par rapport aux autres pays. On a quand même une bonne vingtaine, voire centaine d'années de retard. Donc, il y a quelque chose quand même avec la France. Et le français, peut-être macho, sexy, je ne sais pas, mais c'est intéressant de regarder ce que tu racontes un peu l'histoire, en fait, parce que on apprend beaucoup de choses sur notre pays et on est un peu les victimes de ça. Mais merci en tout cas pour toutes ces informations et je pense que ça va tilter sur pas mal de personnes qui nous écoutent. Et donc, Anaïs, je me tourne vers toi. Donc, toi, tu as créé la Bibliothèque en 2014, donc, qui était la première bibliothèque de prêt-à-porter féminin qui offrait la possibilité d'emprunter des marques créateurs pointues à un budget accessible. Donc, tu es aussi entrepreneuse en résidence au sein de Pathfinder, donc de Family. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton aventure entrepreneuriale et ce qui t'a motivée à devenir entrepreneur? Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Non, je suis ravie d'être là. Oui, effectivement, en fait, moi, quand j'ai décidé de monter la bibliothèque en 2014, avant ça, j'ai travaillé chez LVMH. Enfin, j'ai eu un parcours assez classique, entre guillemets. Et donc, j'étais manager sur les grands mags pour Marc Jacobs, donc une marque d'LVMH. Et en fait, depuis toujours, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose pour moi, à mon compte, d'être vraiment entrepreneur, même dans ma vie en général.
Et c'est vrai que j'avais toujours eu cette envie de monter quelque chose. Alors, plus jeune, ça a été, j'ai monté un blog. Enfin, voilà, j'ai toujours fait des choses comme ça un peu. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, OK, enfin, honnêtement, je m'ennuyais, quoi. J'avais plus envie de travailler pour un groupe. Et surtout, bah, je trouvais que ça allait trop doucement. J'avais besoin que voilà, que ça aille plus vite. Et in fine, j'avais cherché un peu des idées, etc. Et bon, j'avais jamais eu vraiment une idée sur laquelle je me suis dit, ah tiens, c'est quelque chose qui va pouvoir aider ou révolutionner, etc. Et du coup, en 2014, enfin un peu avant 2014 quand j'ai lancé, mais j'avais vu ce concept de bibliothèque de vêtements qui existait aux États-Unis, en Suède, dans d'autres pays. Et je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas en France, en fait, le fait de pouvoir louer. Alors, on pouvait louer déjà des robes de soirée, etc., mais pas justement sa garde-robe du quotidien, parce que pour moi, l'objectif de la bibliothèque était vraiment de révolutionner sa façon de consommer la mode aujourd'hui, de consommer plus responsable, en achetant moins et en pouvant changer tout le temps. Donc, en fait, finalement, contrer tout ce qui est fast fashion, Zara, H&M, etc., en se disant, bah, on peut renouveler, mais avec un prix accessible et en plus avoir des marques de créateurs, etc. Et en fait, je pense que ouais, le fait d'avoir monté la bibliothèque, j'ai liquidé donc ensuite 4 ans après, en 2018, ça m'a de toute façon mis sur cette voie de l'entrepreneuriat et du fait d'être entrepreneur de façon générale. Je ne me vois absolument plus aujourd'hui aller travailler en tant qu'employé pour un gros groupe. C'est pas du tout. Alors, je peux très bien travailler en freelance pour des groupes ou travailler en freelance, mais je ne me vois plus dans ce modèle de travail qui était classique parce que j'ai besoin d'avoir ma liberté, d'être entrepreneur dans ma vie. J'ai effectivement fait un passage, donc je ne suis plus entrepreneur en résidence chez Pathfinder, mais je suis restée pendant quelques mois où j'ai travaillé pour des gros groupes où, en leur montant, donc l'idée c'était justement, c'est le Startup Studio de The Family, où on leur montait donc des startups, on leur proposait en tout cas des startups clés en main, donc notamment sur des boîtes comme Nespresso par exemple, on leur proposait des startups clés en main, donc prêtes à lancer sur le marché. Et ensuite, j'ai rejoint donc Coup d'État, où actuellement je suis community builder en fait chez Coup d'État, je m'occupe de toute la communauté, mais c'est pareil en fait, Coup d'État c'est une start-up, ils ont un mindset start-up, donc la manière de travailler, on est tous en remote. D'ailleurs, ce que je disais, je travaille depuis plus de 6 mois, je suis à Bali, donc c'est vraiment l'idée de pouvoir finalement être entrepreneur dans ma vie et savoir ce que j'ai envie de faire, là où je veux aller et comment je veux y aller. Et je pense qu'en fait, c'est une mentalité. Et je pense qu'en tant que femme, c'est vrai, on dit souvent ça, mais on se sent un peu obligé de faire ça, obligé de faire ci. On n'ose pas. Il y a beaucoup moi, je vois beaucoup de femmes. J'ai vu suite à la bibliothèque, j'ai été contactée par beaucoup de filles qui sont entrepreneurs et qui ont essayé, ou qui essayent, ou qui veulent se lancer, etc. Et souvent, c'est la peur. C'est la peur d'oser, la peur de se lancer, la peur d'échouer qui fait que on n'y va pas parce que finalement, on préfère rester dans son confort de vie, même si sa vie actuelle ne convient pas, parce que finalement, la peur d'échouer derrière, quoi. Merci Anaïs. C'est très vrai ce que tu dis et c'est ce que j'ai retenu de notre première discussion, cette peur d'échouer, peur de l'échec, c'est un gros frein pour les femmes. C'est universel, mais peut-être qu'on a un peu tendance à le faire un peu plus que les hommes. Et pour terminer, moi, en 2 minutes, même pas, je m'appelle Marie Barbezieux-Roussel, donc je suis entrepreneur depuis à peu près 2-3 ans, depuis que j'ai vécu aux États-Unis. La vie a fait que j'ai dû me lancer. J'ai pas trouvé le choix pour plein de raisons. Et en effet, je rejoins beaucoup de ce que vous dites, dans le sens où c'est la curiosité et la passion. Aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans l'éducation, notamment autour de l'écologie. Et j'ai pas le choix, dans le sens où c'est trop grave, c'est trop important ce qui se passe. Il faut faire quelque chose, il faut faire bouger les choses, il faut que les gens se rendent compte, parce que là, l'enjeu, il est au-delà de moi, ma famille, mes enfants, etc. C'est juste l'humanité qui est en danger. Donc, du coup, si on ne fait pas les choses, c'est pas forcément les gouvernements qui le feront, parce que c'est une inertie, ça prend du temps, donc il faut qu'on agisse, il faut que ça commence par nous. Et c'est vrai que c'est un mélange de curiosité, de passion, d'envie, mais surtout quelque chose qui nous dépasse. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on finit par se lancer, et pas pour de l'argent, pas pour ça, non, parce que notre flamme, elle est beaucoup plus forte
que ça. Donc, merci à toutes d'être là. Je vais commencer par un sujet qui est quand même assez problématique pour les femmes aujourd'hui, c'est le plafond de verre. Donc, le plafond de verre, je crois que c'est un terme américain à la base. Donc, ça consiste en fait que finalement, les femmes évoluent, et au bout d'un moment, elles se retrouvent bloquées. Donc, pour plein de raisons. Je ne vais pas parler des raisons internes aux femmes, je vais parler au fait de ce que vous avez évoqué juste avant, c'est qu'on est dans un monde qui a été créé par les hommes. On n'est pas là, moi, en tout cas, je ne suis absolument pas pour, comme ce que tu disais, Wafa, il y a fraternité, sororité, ce n'est pas en opposition avec les hommes, mais il s'avère que c'est un fait et qu'il y a un plafond de verre qui fait que beaucoup de femmes ne peuvent pas avancer. Et ce plafond de verre, il est dans les entreprises, mais il est aussi dans les fonds d'investissement. Parce que quand on pitch un produit, donc pour être assez concrète, j'écoutais une femme aux US qui avait un business de tampons et de serviettes hygiéniques. Et quand elle a pitché en face de 5 business angels hommes, forcément, ça ne leur a pas vraiment parlé. Parce que ce sont des hommes, ils ne connaissent pas le problème. Donc en fait, quand on est c'est assez normal qu'un homme ne connaisse pas les problèmes des femmes, mais du coup, pour que les femmes puissent avancer dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut qu'elles puissent parler à des personnes qui comprennent leurs problèmes et leurs enjeux, parce qu'il s'agit quand même de la moitié de la population. Et ça veut dire que la moitié de la population n'est pas servie en termes de services et de plein de choses. On en parlera dans un second temps avec l'innovation genrée. Mais là, je vais commencer avec Catherine. Je sais que tu dois partir assez vite. J'ai gagné 10 minutes. Je viens de négocier 10 minutes de plus. Transformer la contrainte en opportunité. Toujours. Parce que voilà, j'imagine que tu as aussi ressenti ce plafond de verre dans ta carrière. Quels sont donc voilà, déjà nous partager comment est-ce que tu l'as ressenti et quels sont les conseils que tu peux donner aux femmes qui se retrouvent bloquées à cause de ça et spécifiquement dans ton rôle de business angel et qui veulent lever des fonds. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, c'est drôle parce que moi, le plafond de verre, franchement, je ne l'ai jamais senti. Peut-être que je suis totalement inconsciente, mais je ne l'ai jamais vécu. Parce que tout simplement, j'ai commencé il y a 20 ans dans la tech, il n'y avait pas de femmes, donc il n'y avait pas de comparable et j'étais juste entrepreneur. Et pour moi, l'entrepreneuriat, enfin, comme pour vous, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de genre. C'est juste, j'ai un projet, il y a un besoin, j'y réponds, j'ai la compétence, je fonce, j'ai de la chance aussi. Donc, en tant qu'entrepreneur, je n'ai jamais ressenti ça. Je ne me suis jamais sentie limitée. C'est moi-même qui me suis posé des limites. Toutes les fois où je ne suis pas allée plus loin, c'est parce que je ne croyais pas en moi vraiment. Je ne croyais pas que j'étais capable. Et ça rejoint l'idée de la confiance en soi et de la peur. Mais je ne l'ai jamais ressenti. Après, je l'ai vu chez d'autres. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de m'impliquer et de m'investir pour encourager l'entrepreneuriat au féminin. J'ai bien vu que ça existait, et surtout dans les grands groupes, j'ai l'impression, ou dans d'autres professions. Je l'ai peut-être senti en arrivant administrateur chez Renault. Voilà, c'était la première fois en fait que j'arrivais dans un grand groupe de cette façon-là aussi intime et où j'ai vu que c'était rare finalement d'être une femme administrateur, ce qui me paraissait fou, administratrice. Enfin, mais tu vois, donc moi je ne l'ai jamais senti. En revanche, je sais pourquoi je ne l'ai pas ressenti et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux autres. La première chose, c'est que je n'ai pas peur, mais c'est comme pour vous. Enfin, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'échouer. Je n'ai pas peur du regard des autres. Je n'ai pas peur de la critique. Alors, je n'aime pas ça, évidemment. Mais je crois que ce qui m'a permis d'avoir cette confiance, c'est simple, hein, c'est l'amour. C'est l'amour, la chance, l'amour de mes parents, l'amour de mon mari, l'amour de mes amis, qui fait que tu te sens, c'est pas grave au fond, tu vois. Et je me dis, du coup, est-ce qu'on arrive bien à s'entourer? On ne peut pas, en tant que femme entrepreneur, entrepreneur en général, mais tu réussis que si tu t'entoures bien, tu as le bon partenaire, quoi. Tu vois, quelqu'un qui va t'aider et qui va faire que tu n'as pas peur. Alors, il y a peut-être d'autres astuces hein, pour éviter la peur, mais moi, la seule réponse, c'est l'amour. Ça rejoint une deuxième chose, c'est entoure-toi bien. Si tu ne veux pas de plafond de verre, c'est trouve des alliés. Trouve des alliés, des gens qui n'ont pas forcément fait avec toi, mais qui sont avec toi. Donc là, dans un conseil d'administration, typiquement, moi, je suis allée voir toutes les femmes du conseil plus âgées que moi pour leur demander qu'est-ce qu'elles avaient traversé, qu'est-ce qu'elles pouvaient me donner comme… Et en fait, on aime partager. Trouve-toi des alliés. Et en tant que femme entrepreneur, trouve-toi des mentors. Un mentor, je suis sûre que vous êtes capable chacune de dire au moins une personne qui vous a fait confiance, qui vous a amené là où vous ne pensiez pas aller et à qui vous êtes super redevable parce que c'est quelqu'un qui a fait grandir votre confiance en vous.
Donc, n'aie pas peur, quoi. N'aie pas peur et entoure-toi bien. Après, il y a des choses très concrètes sur qu'un business marche ou pas, mais c'est un autre sujet. Mais je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous ressentez les unes les autres à propos de ça, sur ce plafond de verre? Ouais, je vous ouvre un peu la question parce que c'est vrai que voilà, j'avais mis un certain script, mais il me semble, oui, je me souviens, Fatou, Iwafa, quand il me semble que vous avez quand même ressenti ça. Vous avez toutes les deux, enfin, ce que j'ai retenu de vos deux, notre discussion préparatoire, c'est les mots injustice et inégalité. Donc oui, peut-être Fatou, si tu veux nous dire comment tu l'as vécu, ce plafond de verre, peut-être chez KPMG. Tout à fait d'accord avec Catherine et sur tout ce qu'elle a relevé. Et je pense que quelque chose qui est vraiment important, c'est le safe space. Que ce soit un safe space, que ce soit ses proches, que ce soit ses alliés, mais également sa mission. Et en fait, d'être aligné avec sa mission, du coup, ça enlève ce côté peur du jugement. Parce qu'en fait, le combat qu'on est en train de mener, il est beaucoup plus grand que nous. Du coup, on va pas s'arrêter à des injustices ou s'arrêter à des freins. En fait, on va tourner, comme dirait Wafa, on va tourner toutes ces contraintes pour une opportunité parce qu'en fait, there is no other way. On ne peut pas faire autrement. En fait, la mission est beaucoup trop grande, que ce soit la mission de combattre les injustices. Dans mon cas, je l'ai ressenti plusieurs fois. Je me suis fait virer de Singapour parce que la personne à la douane était raciste, qu'elle a décidé que je ne pouvais pas rentrer dans le pays. Je me suis fait virer par une de mes boss parce qu'elle a eu peur que je reprenne son business sans raison. Enfin bref, les injustices, j'en ai vécu beaucoup, mais ça ne m'a pas non plus empêché de continuer, de monter toujours plus haut. Mais après, moi, je pense que mon secret, qui est peut-être un peu différent de Catherine, c'était vraiment ce côté, en fait, j'ai une mission, il faut que j'y arrive. En fait, j'ai un rêve qui est de créer un monde plus égal, plus durable, où ceux qui sont dans le besoin vont recevoir l'aide dont ils ont besoin. Du coup, ça m'a permis, moi, de repousser toutes les barrières, toutes les frontières et juste de continuer de courir avec mon énergie. Super. Merci Fatou. Anne-Claire, je me tourne vers toi parce que je sais que ton temps est un peu compté. Donc voilà, on a parlé de ton rôle de pionnière, je pense, dans la diplomatie. Et là, c'est le plafond de verre pour les femmes en entreprise, dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde de la politique et de la diplomatie. Je sais qu'on emploie souvent le terme de diplomatie féministe et que les quotas dans l'administration aident quand même à faire en sorte qu'il y ait justement moins d'inégalités et plus d'égalité surtout. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces quotas? Comment est-ce que ça t'a aidé et est-ce que cela a fait évoluer les mentalités dans ce milieu traditionnellement très masculin? Merci Marie. Je pense que la question des quotas, elle dépasse l'administration et elle touche aussi le monde de l'entreprise. Et moi, je suis totalement d'accord avec ce que viennent de dire Catherine et Fatou sur la nécessité de s'entourer, etc. Tout ce qu'on peut faire pour soi-même. Mais il y a une vraie responsabilité du leadership à un moment. On voit bien que on est, que ça soit dans l'entrepreneuriat où on est à 13% de femmes entrepreneurs, dans les métiers politiques, on est en dessous de 15%, dans la diplomatie où en France, on est à 25% de femmes ambassadrices, consul général, chef de poste, directeur. On est encore très loin de la parité. Et il faut du coup des outils volontaristes qui soient mis en place à la fois dans l'administration et dans les entreprises pour faire bouger les choses. Donc en France, on a en 2011 et 2012 adopté 2 lois qui s'appliquent, 1 à la haute fonction publique et 2 au conseil d'administration de surveillance des grandes entreprises, comme quoi l'objectif c'était 40% de nouvelles nominations de femmes à l'intérieur de ces, ou à ces niveaux ou à l'intérieur de ces conseils. Et ça a vraiment fait bouger les choses. Il suffit de regarder la comparaison internationale pour s'en rendre compte. Quand on regarde l'OCDE, tous les pays de l'Ouest étaient à peu près à 20% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises. En 2011, on passe la loi en 2011-2012. En France, aujourd'hui, on est à 42%. Donc ça, en 8 ans, on a doublé la proportion de femmes dans les conseils d'administration. Vous regardez les États-Unis, vous regardez le Canada, ils sont restés au même endroit. Donc on voit bien qu'il y a un effet du volontarisme politique qui produit le changement. Et il faut bien comprendre que le changement de mentalité, il ne va pas arriver par magie. Tous les sociologues le disent, tant que vous êtes une minorité en dessous de 30%, vous n'avez pas de vraie voie au changement. C'est-à-dire qu'en dessous de 30%, vous êtes trop minoritaire pour vraiment transformer une structure. Et donc, il faut passer cette barre-là.
il faut passer cette barre-là. Alors, il faut la passer, moi, je pense, par des quotas, et c'est ce qu'a fait le gouvernement français depuis une dizaine d'années. Après, il faut aller un peu plus en profondeur. Ce qu'a annoncé Muriel Pénicaud l'année dernière, qui était un index égalité, ça va au-delà du comptage du nombre de femmes à l'intérieur des structures, parce que le comptage, c'est bien, mais après, on voit bien qu'il y a aussi un certain nombre d'entreprises, d'administrations qui considèrent que on a mis 3 femmes, c'est les tokens, ça fait bien sur le papier, mais en fait, on n'a pas changé la façon dont la structure fonctionne. Et l'index égalité proposé par Muriel Pénicaud et Marlène Schiappa, il rentre dans le détail de la politique des entreprises, c'est-à-dire quel est le niveau de rémunération, quels sont les écarts de promotion, quelle est la politique de childcare, parce qu'on sait bien que tous ces éléments-là sont des marqueurs de l'inégalité, que ce soit dans les entreprises ou dans les administrations. Donc moi, je pense qu'il faut absolument ce type de mesures et cette capacité à faire changer la machine. Sinon, on voit bien qu'il y a une espèce d'inertie du système qui fait qu'il reste identique. Donc, il y a des pionnières, des femmes qui arrivent à faire bouger le système, mais on le fait tellement lentement par rapport à ce qui serait souhaitable que nos filles peuvent attendre. Je veux dire, les chiffres qui étaient donnés par qu'est-ce que c'était je crois que c'était le WTO, c'était qu'on atteindrait l'égalité de genre à ce rythme-là dans 130 ans. Je pense qu'on n'a pas 130 ans à attendre. Voilà, donc je pense qu'il faut être volontariste et ça repose à la fois sur les gouvernements, mais aussi sur le leadership des PDG, des chefs de service, etc., de faire ruisseler dans la structure tout ce changement de mentalité qui doit toucher à tous les niveaux. Merci Anne-Claire. Oui, c'est vrai. Et puis c'est pas forcément naturel. On a l'habitude de s'entourer des gens qu'on connaît. Et exactement. On a fait juste il y a quelques semaines sur l'inclusion et la diversité. Et c'est des biais, c'est incroyable. Mais il faut vraiment se rééduquer et se forcer et aller et surtout sortir de sa zone de confort. Et c'est pas confortable du tout d'être comme Absolument. ça. Je crois qu'on voit bien qu'il y a 2 arguments qui reviennent toujours. Le pool n'est pas suffisant, on n'a pas réussi à recruter. Mais ça, c'est exactement ça. C'est rester dans la zone de confort où on va chercher habituellement, dans le réseau qui sont ceux des hommes et où on n'a pas été faire l'extra mile pour aller chercher une candidate de la diversité qui pourtant est bonne pour l'entreprise. Et je pense qu'il faut pousser. Et donc, il faut qu'il y ait des signaux politiques. Et c'est ça ce qu'on a voulu faire avec Diplomatie féministe. C'est ce que Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian ont voulu faire. C'est de dire on est féministe, on a une volonté politique de changer la structure et on l'applique à tous les niveaux, que ce soit à l'intérieur de nos administrations, mais aussi à l'international, dans notre aide humanitaire, dans la politique de sécurité qu'on mène. Toujours avoir à l'esprit qu'il y a un enjeu de parité derrière et d'égalité. Merci beaucoup Anne-Claire. Donc, je me tourne vers toi Wafa. Voilà, comment est-ce que tu penses qu'on peut apporter plus de diversité dans le monde de l'entreprise? Et je sais que c'est important pour toi tout ce qui est les communautés justement, que ce soit incubateur, réseau de femmes, sororité, mentoring. Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui veulent entreprendre? Peut-être des noms, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi aussi et qu'est-ce que tu leur conseillerais? Vaste question. Je pense que déjà, si je prends mon exemple que je connais bien, je pense qu'il y avait d'abord un problème de confiance en soi, c'est sûr. Je parle du fameux syndrome de l'imposteur où tu ne te sens pas légitime parce que aussi peut-être pas assez bien entouré et vécu pas mal d'inégalités, parce que oui, des plafonds de verre, j'en ai vécu. Et c'est pour ça aussi que le seul moyen pour moi de faire des gaps, c'était de changer de groupe à chaque fois. Donc, se dire que quand même, rester dans un même groupe, c'était perdu d'avance. J'avais mis en place une stratégie en disant, OK, là, je vais rester 2-3 ans, mais arrivé à un moment donné, quand je me retrouvais dans le bureau du boss en lui exposant ma vision et toutes mes ambitions, ben, je repartais avec un merci. Et donc, évidemment, ça n'est pas suffisant. Sans parler des expressions qu'on m'a déjà faites du genre non mais Wafa, toi et moi on ne sera jamais pareil. Et alors encore aujourd'hui je cherche à comprendre ce que ça veut dire, imaginez. Mais ça venait d'un manager homme, plutôt macho, ouais, dans ses bottes. Et en fait tout ça pour dire que ça a été un travail de résilience, que j'aime bien ce mot-là, qui dit qu'en fait c'est quand on tombe qu'on se relève plus forte et qu'on comprend ce qui a été, ce qui n'a pas été.
pour justement ajuster le tir à chaque fois un peu mieux. Et j'ai eu la chance de tomber quand même parce que la vie c'est des rencontres, sur des gens exceptionnels qui évidemment, hommes et femmes, hein, m'ont aidé à prendre conscience de, mon potentiel, de comment aussi m'aider à le libérer, puis regarder aussi en soi, parce que souvent, c'est même pas souvent, c'est même sûr, on attire ce qu'on est. Ça, c'est une conviction que j'ai. Et si on a des peurs, on va souvent attirer ce qu'on n'a pas envie d'attirer. Et la meilleure façon aussi, c'est de regarder sa peur et de se dire, OK, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Et puis, éviter justement l'écueil de ne pas vouloir voir et continuer à se prendre des murs. C'est la fameuse remise en question. Et donc, tout ça, ça a été vraiment un cheminement pour mieux me connaître, comprendre quelle était ma mission, mes valeurs et ma place. Et après, assumer de prendre sa place. Ça, c'est aussi une chose. C'est que dans une relation, je pense que c'est 50-50. Et donc, le fait que les femmes aujourd'hui aussi, et c'est une certaine inégalité, ce n'est pas que de la faute des autres. C'est aussi parfois à la femme de savoir prendre sa place, de savoir se conscientiser, parce que ce qui n'est pas conscient n'est pas puissant. Et du coup, après, de se faire accompagner. Donc, je pense que j'ai réussi à tomber sur des mentors, des coachs, à travailler sur moi, à me faire accompagner, à suivre des programmes aussi. Parce que s'ils existent, c'est aussi une très bonne chose pour réussir aujourd'hui à être la personne que je suis. Et donc, et en plus de ça, à être vraiment… je suis à la tête d'un incubateur, mais j'ai aussi 2 boîtes à côté. Une très récente, parce qu'elle date du confinement, mais qui en fait, c'est la même mission, c'est de dire, on va accompagner les gens à la transformation, d'abord les groupes et les entreprises, à la transformation par l'authenticité, la diversité, la créativité, parce que j'en suis convaincue. Donc, ça veut dire créativité, diversité, c'est pas juste les nationalités différentes, c'est les points de vue différents, c'est les parcours différents. C'est assumer aussi que parfois, certaines personnes ne rentrent pas dans les cases, mais vont vous apporter un plus et un changement de posture et de position. Mais en fait, tout ça, les gens, souvent, ne savent pas faire parce que derrière ces mots valises, on est souvent perdu en se disant « oui, mais ça veut dire quoi le changement? Ça veut dire quoi la diversité ?» Et en fait, j'ai envie de dire, ça veut dire ce que ça voudra dire pour toi et on va l'adapter. Et c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Donc, c'est accompagner les entreprises à définir finalement quelles sont leurs valeurs et leurs besoins et en face, aller chercher ça. Et évidemment, des fois, ça veut dire sortir de sa zone de confort et ce n'est pas toujours confortable. Mais une fois qu'on a fait le pas, on se rend compte que c'est hyper jouissif parce qu'on a grandi dans sa zone de croissance. Et puis maintenant, on s'est rendu compte que les individus eux-mêmes, surtout dans cette période qui n'a jamais été aussi challenging et rapide, ont besoin d'être accompagnés eux-mêmes. Et donc, la réponse qu'on a trouvée, c'est de se dire finalement, on va juste amener notre expérience, amener notre réseau, se faire se rencontrer les gens pour partager les histoires, pour pouvoir chacun écrire leur propre histoire. Et ça peut passer par de la rencontre, des échanges, du mentoring, du coaching, des séances d'intelligence collective, mais à chacun en fait sa recette. Parce que même le mot culture et diversité ne veut rien dire en France et en Afrique. Vu que c'est les 2 continents, je travaille beaucoup sur le continent africain, et en plus, c'est le premier continent au monde à avoir autant d'entrepreneuriat féminin, parce qu'on est quand même à 28%, qu'on a énormément à apprendre de là-bas, comme ils ont énormément à apprendre aussi d'ici. Et en fait, c'est plus autoriser ces croisements et cette ouverture, en fait. Et c'est ce qu'on essaye de faire, aussi bien au niveau des organisations que de l'individu. Merci Wafa. Merci Catherine. Catherine, tu es pour déménager. Il faut que je vous quitte. Je voulais vous dire merci à toutes pour cet échange. J'aurais adoré le prolonger, j'espère le prolonger. Et pour les personnes qui nous regarderont, c'est vraiment, dites-vous que votre différence, c'est une richesse prodigieuse. Voilà, et qu'on en a tous besoin. Donc, n'ayez pas peur. Je fais mon genre. À bientôt. À bientôt. Merci infiniment, Marie. Merci à tous. Au revoir. Merci, Catherine. Merci, Albert. À bientôt. Merci. Voilà, merci Wafa. Déjà, en fait, déjà, je sais qu'elle devait partir. Ok, merci Wafa, c'est important ce que tu viens de dire. Et puis, on sent que c'est ta mission, donc merci de nous la partager. On va passer sur la partie conseil pour les personnes qui nous écoutent, donc des hommes, des femmes entrepreneurs, parce que finalement, là, on est sur un sujet qui concerne les femmes, mais je pense qu'il y a certains conseils que vous donnez qui peuvent servir à tout le monde. Donc là, je m'adresse à Anne-Claire. Donc voilà, c'est assez spécifique, puis peut-être diplomatie,
parce que voilà, j'ai la famille qui est un peu dedans, ça reste quand même assez… en plus, c'est un milieu qui a énormément changé depuis les 20-30 dernières années. C'est plus le gouvernement d'il y a 30 ans et puis tout de même aujourd'hui. Le monde a changé. Donc, quels sont les conseils que tu donnerais à une jeune femme qui veut se lancer, qui veut peut-être faire l'ENA ou Sciences Po, ou des choses, qui veut devenir consul général de New York, de France? Bah, je pense il faut foncer. En fait, je pense que, comme tu le dis, les administrations, elles sont en train de changer. Elles cherchent des nouveaux profils et on voit bien qu'on en a besoin. Moi, ce que j'ai fait à New York ici, c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé faire dans la diplomatie. Je travaille beaucoup sur des sujets comme le climat, la responsabilité sociale des entreprises, parce qu'en fait, on voit bien qu'il faut des gens qui sont à la charnière de monde. Et c'est exactement la définition qu'on pourrait donner d'un diplomate, être à la charnière de plusieurs mondes. Et donc, on voit bien qu'on a besoin de profils plus divers aujourd'hui pour comprendre le monde auquel on fait face, pour arriver à traiter des enjeux. Et par exemple, quand on regarde les enjeux de climat, de pauvreté, les enjeux sanitaires, etc., les femmes sont toujours au cœur de ces enjeux, à la fois comme victimes, mais aussi comme les premiers moteurs de changement possibles. Et c'est vraiment un fil conducteur dans tous les objectifs du millénaire développés par les Nations Unies. Donc, on a besoin de femmes pour porter cette voix, pour porter cette énergie-là et pour comprendre ces enjeux de l'intérieur. Et je pense qu'il y a de la place maintenant. Donc, contrairement à la génération d'avant qui vraiment a dû je pense, se battre comme des chiennes. Je pense que pour essayer de trouver une place dans ce monde-là. Aujourd'hui, il y a une place qui commence à nous être faite. Et donc, pour les jeunes femmes, il ne faut pas hésiter. Même si de l'extérieur, ça peut paraître encore un peu vieillot, très masculin, très formel. Je pense que tout ça est en train de bouger. On ne voit pas forcément ces mouvements sur le premier plan, mais en fait, ils existent. Et donc, il faut des nouveaux profils pour les porter. Et donc, il faut passer les concours, parce que c'est comme ça que ça se passe pour la diplomatie française. Pour la politique, il faut aussi s'engager. Tu parlais de politique, c'est vraiment pas du tout le même métier que la diplomatie, puisque la diplomatie, c'est l'administration. La politique, évidemment, il faut avoir la peau très épaisse parce que on le sait, c'est beaucoup d'exposition médiatique et ça veut dire souvent des atteintes à la vie privée, etc., etc. Et ça, c'est pas toujours facile à vivre. Mais pour les gens qui ont cette fibre de l'engagement public, c'est absolument nécessaire qu'il y ait des femmes pour porter une voix différente à l'Assemblée nationale, dans les grandes enceintes. Et on a aujourd'hui des exemples, alors qu'on n'en avait pas beaucoup avant, mais évidemment Angela Merkel, je pense aussi à la première ministre de New Zealand que vous connaissez peut-être, Jacinda Ardern, qui a vraiment je veux dire, posé un nouveau modèle de femme politique. Elle a accouché en étant Premier ministre. C'était aussi la plus jeune Première ministre de son pays. Aujourd'hui, elle a fait un sans faute là, sur la crise du Covid. Donc, on a des beaux exemples aujourd'hui qui peuvent faire rêver les jeunes femmes. Et il ne faut pas hésiter à s'engager. Et je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Wafa et qui me semble très juste et qui me semble être peut-être une de nos valeurs ajoutées quand on est une femme, à la fois en politique et en diplomatie. Wafa disait les femmes savent se nourrir de la contrainte pour trouver des nouvelles solutions. Et pour moi, c'est exactement ce qu'on attend d'un diplomate. On fait face à des contraintes, on fait face à des obstacles, on fait face à des différends entre des pays, des situations, etc. Et notre objectif, c'est de trouver à contourner cet obstacle ou à le dépasser pour pouvoir trouver une solution qui soit consensuelle. Et je pense que les femmes ont fait ça du fait du construit social, du fait de l'environnement qui est le nôtre, du fait de tout ce que vous avez mentionné, de machisme rémanent dans la culture, dans le langage, etc. On est habitué à faire ça, parce qu'on a eu à faire ça depuis qu'on est né. Et du coup, ça nous donne cette extra skill qu'il faut absolument utiliser. Et je pense qu'on a besoin de plus de femmes en diplomatie et en politique. Et j'espère que ça donnera envie aux jeunes femmes de se jeter dans l'eau du bain. Merci beaucoup, Anne-Claire. C'est inspirant ce que tu dis et c'est vrai que il y a des choses à faire et on a besoin de nous, donc de nous, enfin voilà, la moitié de la population. Donc merci beaucoup, Anne-Claire, pour ton témoignage et ces conseils qui sont très précieux. Je me tourne vers toi, Nia. Donc, comme tu l'as raconté tout à l'heure, tu as créé la bibliothèque en 2014 et décidé de la liquider en 2018. Donc, pendant cette aventure, tu as levé des fonds, géré des dizaines d'employés, de la logistique. Et aujourd'hui, tu gères une communauté d'entrepreneurs avec Coup d'État, depuis Bali. Est-ce que si tu devais parler à Anaï en 2014,
et donc, par exemple, à toutes ces femmes qui sont au tout début et qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Et voilà, qu'est-ce que tu lui dirais à cette année? De foncer de toute façon. C'est vrai que c'est jamais évident, on va pas se mentir, c'est jamais évident de prendre des risques pour personne. Je pense que prendre des risques, forcément, bah, il y a cette peur, comme je disais, de l'échec. Moi j'ai liquidé ma boîte, mais c'est pas finalement, et c'est vrai que ça a été un moment dur, ça a été un moment très compliqué parce que devoir faire face à 10 salariés et leur dire bon bah on arrête, c'est fini, on est en liquidation. Et donc, bah voilà, c'est compliqué. Mais en fait, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être bah, justement vraiment plus fort, de savoir encore mieux comment est-ce que je remonterai ma prochaine boîte. Et surtout parce que toutes les erreurs qu'on fait sur la première, on ne les fait pas sur la deuxième. Et en fait, je pense que finalement, ce ne sont que des expériences. Et c'est les expériences qui font que l'on apprend et que ben, on est plus fort que ce qu'on était au départ. Donc, même si on a cette sensation d'échec, même si le mot échec aujourd'hui, on ne le dit plus parce que, voilà, mais on a forcément cette sensation d'échec. Hein. Ce n'était pas mon objectif de me dire je liquide 4 ans après, bien sûr. Mais in fine, je me dis que cette expérience, ça m'a fait grandir, ça m'a permis bah, justement aujourd'hui de coacher d'autres entrepreneurs, de pouvoir leur dire quelles sont les choses à faire et à pas faire. Et effectivement, tout ce qui est mentoring, coaching, je pense que c'est des choses dont les gens ont besoin aujourd'hui. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, c'est vrai que ce que j'ai remarqué assez récemment avec beaucoup de femmes, c'est que elles ont ce besoin d'avoir finalement un coach, d'avoir quelqu'un à qui elles vont dire ok, mais je fais quoi dans cette situation, etc. Et ça peut être pour des choses très très concrètes. Moi aujourd'hui, par exemple, je sais pas, il faut monter un site internet. Je vais regarder les tutoriels sur YouTube, voir comment il faut faire et je vais le faire. Enfin, voilà, c'est du doueur. Mais c'est vrai que je vois quand même qu'on me dit ah oui mais comment je fais ça mais je sais pas faire, j'ai pas le skill, j'ai pas si. Aujourd'hui il y a plein d'outils hein, qui permettent de faire plein de choses, mais c'est vrai que du coup d'avoir des personnes qui vont bah, vous coacher, vous dire comment vous pouvez l'atteindre et comment, parce que on peut être entrepreneur, il n'y a pas de contrainte en fait pour être entrepreneur. Aujourd'hui avec le digital etc, tout le monde peut se lancer, tout le monde peut se dire bah, je monte une marque et je fais une DNVB, une digital brand. On peut se lancer vraiment, c'est facile. Par contre, ce qu'il faut, c'est juste dire, dépasser le cap de se dire, bah, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je vais avoir cette peur finalement de me dire, bah, est-ce que ça va marcher ou pas? Et je pense que n'importe quelle expérience, et très honnêtement, moi, avec mon expérience de la bibliothèque pendant 4 ans, j'ai plus appris que n'importe quelle école de commerce, que n'importe quelle expérience que j'ai fait avant, parce que j'ai tout vécu. Je pense que j'ai absolument tout vécu. J'ai tout fait, hein, il fallait faire tout, il fallait faire des cartons, hein, des trucs pas agréables non plus. Hein, faut pas imaginer, faut pas non plus idolâtrer l'entrepreneuriat. Hein, faut pas se mentir, c'est pas non plus l'entrepreneuriat, c'est super, je suis entrepreneur et voilà et tout tombe. Non, ça se passe pas comme ça. Au début, on est dans les cartons, on fait les cartons, on passe 10 heures par jour à travailler, mais en fait, c'est la satisfaction personnelle aussi à le faire. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire aussi, ben voilà, quelle est ma satisfaction aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je pense que voilà, moi je regrette vraiment aucunement. Donc si je devais parler à la Anaïs, parce que c'était la question de 2014, je pense juste que je lui dirais, bah fonce, continue, tu vas te planter, mais c'est pas grave. Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir. Merci Anaïs. Wafa, tu as pas mal parlé des notions clés qui sont importantes pour toi, qui sont la résilience et la capacité à se réinventer. Est-ce que tu peux nous partager donc tes conseils et clés pour réussir en tant qu'entrepreneur et du coup hommes et femmes, hein, vraiment là, aujourd'hui? Je vais toujours vous parler de mes expériences personnelles et je rejoins complètement ce que Anaïs disait. En fait, moi j'appelle maintenant les échecs, je les appelle les successful failures. Parce qu'en fait, si on n'avait pas vécu ces épreuves, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, j'aime bien donner des images. Donc, c'est comme si on avait une caisse à outils quand on arrive dans la vie. Et en fait, on a plein d'outils qu'on peut utiliser pour se régler, pour s'optimiser, pour développer nos potentiels. Et en fait, au fur et à mesure, on rencontre des situations qui nous montrent que tel outil, ça sert à ça. Que tel outil, ça sert à ça. En fait, tout ça pour dire qu'on a déjà pratiquement tout en nous,
Mais ces rencontres et ces situations nous font déclencher ce dont on n'avait pas conscience pour nous permettre d'être encore plus puissants et d'être une espèce de version améliorée de nous-mêmes au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment ma manière de voir les épreuves. Et en fait, il y a un homme dans ma vie qui me marquera à tout jamais, qui est le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. C'est l'homme qui répare les femmes et que j'ai en fait, je pense qu'un des succès aussi pour se réinventer, c'est le culot, c'est le oser. Si on s'auto-sabote, mais en fait, on va stagner. Et on est les pros, nous les femmes, pour faire ça. Hein. C'est genre, mais non, pas moi, mais c'est toi, mais toi, t'es mieux. Mais en fait, non. Il y a des moments donnés, la vie te dit, ben non, en fait, c'est toi, là. Tu vois, toi? Oui, d'accord, ok. Bon, ben, faut y aller. Donc, je pense qu'il faut oser. Puis ça se travaille, ça s'entraîne. Moi, je suis une passionnée de sport. C'est toujours pour devoir se dépasser, c'est aussi quelque chose qui me drive. Il y en a, c'est la danse, il y en a, c'est la cuisine, parce que j'adore aussi cuisiner. Enfin, peu importe, chacun a son truc. Et en fait, juste faites-le, ce qui vous permet finalement de vous dépasser. Et vous savez aussi parfois de déconnecter du mental, de juste arrêter de trop intellectualiser des situations qui ne servent à rien, parce que trop de questions tuent la question. Juste aussi avoir cette capacité à accepter. En fait, quand on se dit, OK, c'est comme ça, OK, soit, qu'est-ce que j'en tire de positif pour grandir sans dénier le côté négatif et avancer. Et en fait, le docteur Denis Mukwege, pour l'histoire, pour les auditeurs en tout cas qui découvriront, c'est quand même une personne qui a mis en place un processus pour aider les femmes victimes de violences sexuelles très graves à transformer leur trauma en pouvoir. Et en fait, moi, ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours, c'est que je suis une passionnée des neurosciences et des sciences comportementales. Il faut savoir que l'humain est un être modulable. On n'est pas une situation figée. On évolue tout le temps. Et donc, ça, c'est la force de l'être humain, homme ou femme, enfant ou vieillard. Et en fait, quand on a pris conscience du trauma, en fait, ça n'est qu'une énergie qui est stockée dans le corps. Et quand on en prend conscience, on est capable de la transformer de façon à ce que ça devienne une vraie force. Et on a ce processus en nous. Et donc, en fait, d'une situation aussi chaotique que ces femmes au Congo, donc en République démocratique du Congo, il a créé un incubateur qui s'appelle City of Joy, qui font incuber ces femmes pendant 6 mois pour leur aider à reprendre le pouvoir et à devenir leaders et à les renvoyer sur leur terre pour arrêter la guerre. Je veux dire, si ça, c'est pas de la vision, faut m'expliquer. Donc, quand j'ai découvert cette personne, je me suis dit, OK, ben, je veux aller le voir, je veux le rencontrer. Savoir qu'il était plus busy qu'un président. Hein. C'était genre, j'ai mis 6 mois à l'atteindre. Je l'ai rencontré. Je lui ai dit, écoutez, mon rêve, c'est d'aider les femmes qui ont subi des traumas, parce qu'en fait, on a tous subi des traumas, que ce soit des violences verbales, que ce soit des situations difficiles, que ce soit un accident, que ce soit un bobo en vélo, enfin, peu importe. Et bien, en fait, on a tous cette capacité à le processer, à la transformer en puissance et en force. Et justement, mon sujet, un de mes sujets parmi tant d'autres, c'est d'aider les femmes à transformer leur problématique ou leur souffrance en pouvoir entrepreneurial. Et quand on a compris ça, et il y a plein de scientifiques et de chercheurs incroyables dont je pourrais vous filer des données si vous voulez, qui vous démontrent que tout ça, c'est faisable et qu'en plus, on peut le faire. On peut se faire accompagner, mais aussi on peut l'acquérir en comprenant son système. Donc, pour finir, je dirais juste que je suis une fan de la pensée Rumi qui dit que notre monde intérieur est notre monde extérieur. Quand on a compris ça, on devient en fait sa meilleure amie ou son meilleur ami et du coup, on s'auto-coach pour avancer. Et on arrête de voir les épreuves ou les souffrances comme quelque chose de figé qui restera à jamais. En fait, c'est l'évolution en continu. L'humanité a évolué de façon incroyable jusqu'à être dans un monde où tout est connecté. Donc, en fait, tout est possible. Et je pense qu'on est à l'ère du collectif, mais en se recentrant sur son pouvoir individuel. Merci. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais… Si, c'est très clair. Ouais, merci. C'est en effet, oui, enfin, les exemples concrets que tu as donnés sont, je pense qu'en effet, on a tous vécu des traumas et c'est à nous de décider ce qu'on en fait et d'exploiter cette énergie, parce que c'est ça, qui est très très forte et très violente, mais justement, si on l'exploite bien, ça devient très puissant.
Donc, merci de partager ça. Mm. Je sais que le temps tourne, mais je voulais parler quand même avec Fatou d'un point que tu avais abordé lors de la discussion préparatoire quand on a parlé de diversité dans l'innovation et tu as parlé d'innovation genrée. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous donner des exemples d'innovation genrée, peut-être? Avec plaisir. Et je pense que c'est plus intéressant de commencer par un exemple. Donc, on est toutes des femmes. Certaines d'entre nous ont été enceintes. Donc, on a même eu l'opportunité du coup, de conduire une voiture enceinte. Combien d'entre vous avez une ceinture de sécurité pour femmes enceintes? Aucune. C'est absolument fou. On est d'accord. Il y a peut-être plus de femmes enceintes dans des voitures que des mecs qui conduisent des voitures de sport. Pourtant, on voit beaucoup de voitures de sport. Donc ça, c'est l'innovation genrée, en fait. C'est de se dire qu'il y a des innovations qui n'existent pas aujourd'hui parce que ce sont soit des domaines qui sont principalement masculins ou soit qu'il n'y avait juste aucune femme dans les équipes qui ont développé ces innovations. Et en fait, on vit dans un monde aujourd'hui où, comme le dit Wafa, ce qui n'est pas conscient n'est pas puissant. Et en fait, je pense qu'il est temps de se rendre compte aujourd'hui qu'en fait, l'innovation genrée est pas juste important, en fait, c'est vital. Parce que le nombre, par exemple, de femmes enceintes dont leur enfant meurt à cause d'un accident de voiture, c'est un chiffre qui est ridicule. Et en fait, moi, j'ai entendu parler de ça grâce à une experte que j'ai rencontrée à L'Oréal. Elle est experte, elle a un PhD en innovation genrée et elle raconte, en fait, c'est même pas encore un sujet qui est discuté aujourd'hui. Alors qu'en fait, des entreprises comme Renault, c'est dommage que Catherine soit partie, mais du coup, ça aurait été intéressant de voir son avis sur le sujet. Et pour moi, je pense que l'innovation genrée, ça pose un autre problème qui est l'audace, et l'audace de casser le status quo. C'est l'audace de se dire qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas normal, de s'en rendre compte et de changer quelque chose. Et en fait, ça, c'est la définition du mot entrepreneur, de voir un problème et de trouver une solution. Et si je peux venir sur une chose, et sur un conseil, c'est de développer ce muscle de l'audace. Parce qu'au final, ce muscle, on l'a tous. Quand on était enfant, est-ce qu'on n'était pas tous en train de grimper sur des chaises, à tomber, à expérimenter? On avait de l'audace. Et en fait, en grandissant, on perd cette audace. Mais en fait, il est toujours là. Il suffit juste de le travailler avec des petits pas. Et en fait, au final, on était 6 femmes. Et en fait, il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est oser, avoir de l'audace. Et après, ce premier pas, ça peut commencer par avoir l'audace de rêver. Ça ne coûte rien. Mais d'avoir l'audace de se projeter, que ce soit Anne-Claire qui se dit je serai peut-être présidente de la France, ça peut être. Votez Anne-Claire. Je veux dire, qu'est-ce qui nous empêche de rêver aujourd'hui? Absolument rien. Par contre, le step d'après, c'est d'avoir l'audace. L'audace de partir à la conquête de ce rêve. Et sauf qu'en fait, on ne va pas y arriver tout seul. Et si je peux reprendre l'exemple de Wafa, de sa boîte à outils, en fait, on est tous avec une boîte à outils, mais on n'a pas les mêmes outils. Et en fait, comme disait Catherine, c'est ça notre pouvoir, c'est la diversité de cette boîte à outils. Mais à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, en fait, on rajoute virtuellement cette boîte à outils à la nôtre. Et en fait, c'est le pouvoir de la communauté et de se dire qu'en fait, une fois qu'on a rencontré plein de personnes, on a une boîte à outils qui est exceptionnelle. Et ensemble, on va vraiment réussir à créer le monde de demain. Donc, en fait, c'est la quote, le motto de The Great Village, c'est Dream, rêve, dare, ose, try together. On réussira à prospérer ensemble. Merci beaucoup, Fatou. Je me tourne pour la fin, là, Anne-Claire, et ensuite on va faire le mot de la fin. On a parlé de réseaux féminins, on a parlé de diplomatie, de politique, de quotas, d'innovation. Quelles sont les initiatives que tu trouves particulièrement efficaces pour arriver à une meilleure parité homme-femme et pour favoriser les femmes entrepreneurs? Moi, je pense que je vais reprendre l'idée de la boîte à outils qu'ont évoqué plusieurs d'entre vous. Dans cette boîte à outils, il y a en effet savoir s'entourer. C'est la première chose que Catherine a dite pour commencer, être bien entourée. Et souvent, je pense que les femmes ne se sentent pas entourées dans leur lieu de travail parce qu'elles sont minoritaires, parce qu'elles ont peur aussi d'aller demander conseil en dehors parce qu'elles se sentent en position de faiblesse quand elles le font. Et je pense que c'est là que le mot de sororité est vraiment essentiel et que les réseaux féminins, ça a du sens. Et au Quai d'Orsay, on a créé le réseau Femmes et Diplomatie. Ça fait 15 ans. Et c'est vraiment un réseau qui a permis aux femmes de se parler entre elles. Et du coup, comme on le fait aujourd'hui, d'échanger, de s'inspirer les unes les autres, de se donner de l'audace à chacune.
et puis aussi de pouvoir parler des problèmes concrets qu'on rencontre. Et en fait, c'est intéressant de voir aussi comment ces réseaux féminins ont fini par changer la totalité du ministère, bien au-delà de la simple question des femmes ou de l'égalité, parce qu'on voit que pour la première fois, les femmes ont mis sur la table des questions qui tenaient à la famille, qui tenaient à l'équilibre entre le temps passé au travail et le temps passé en dehors. Et alors que les hommes n'avaient jamais osé le faire parce qu'ils étaient dans une logique peut-être plus individualiste. Et donc, on voit bien que ces réseaux apportent quelque chose, bien au-delà de la question des femmes, ils apportent quelque chose à toutes les organisations dans lesquelles ils s'inscrivent. Donc, créez vos réseaux s'ils n'existent pas, parce que je pense que ça fait vraiment bouger les choses. La deuxième initiative que moi, je voudrais citer, et c'est dommage que Catherine soit partie puisqu'elle en fait partie, c'est Sista. On parlait des entrepreneuses. Vous avez mentionné le funding gap, tout ce que vous en êtes, et les chiffres sont vraiment ridicules. On est à 3% de capital investi dans les femmes entrepreneurs, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il faut absolument faire bouger les choses. Et tant qu'on aura, comme je disais, Wafa, pas conscience, donc pas de puissance en matière de chiffres, en matière de réalité de la discrimination de genre sur ces questions-là, on ne pourra pas avancer. Donc, je pense qu'il y a une chose qui est importante dans l'entreprise, c'est de la donnée, des data sur la question. Ce n'est pas forcément pour sortir des quotas, mais c'est juste pour que les gens sortent des biais inconscients qu'ils ont, où ils pensent qu'ils ont tout bien fait. Mais en fait, quand on leur met une liste avec des chiffres et la réalité sous les yeux, ils se rendent compte que, de fait, ils sont loin de l'image qu'ils avaient eux-mêmes projetée de leur administration. Donc, des données, c'est très important. Et des données pour investir davantage dans les femmes entrepreneurs, c'est encore plus important. Et Sista, je pense que c'est une super initiative qui fait bouger le monde du venture capital. Et nous, on va tout faire pour faire en sorte que ça puisse se brancher à l'international et sortir de son côté franco-français, parce que Tatiana Jana, Cécile Lazorte, Catherine, elles ont toutes envie d'étendre cette initiative à l'international. Et je pense que c'est essentiel pour faire bouger le monde de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Anne-Claire. Donc merci à toutes. On a eu une très 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 belle discussion. Donc merci. Donc on se parle dans le cadre de l'application My Private Coach App, et donc une application qui met en relation des clients et des coachs. Donc je sais que certaines d'entre vous êtes coach, vous êtes mentor. Quelle est votre vision du coaching et du mentoring pour les femmes entrepreneurs et l'intérêt d'une plateforme comme My Private Coach App? Donc, Fatou, je te laisse la parole. Je ne peux rien dire de négatif contre les plateformes de connexion parce que j'en ai créé une. Et au contraire, je trouve que c'est vraiment une force. Le digital, ça a ouvert des opportunités exceptionnelles. Et le coaching, soyons honnêtes, c'était quand même réservé à une certaine élite. Et même aujourd'hui, ça l'est encore un peu. Et en fait, je trouve que My Private App, parce que vous avez réussi à créer une plateforme, a réussi à démocratiser cet accès, notamment que ce soit à niveau pricing, mais également avoir accès à des coachs qui sont à l'autre bout du monde, qui ont des ressources complémentaires et qui peuvent apporter énormément d'aide aux entrepreneuses. Et nous, on l'a bien vu avec The Great Village. Aujourd'hui, on a 75% de femmes entrepreneurs dans la communauté, mais c'est parce qu'il y a une communauté. C'est parce qu'il y a ces ressources disponibles, c'est parce qu'il y a ces oreilles pour écouter, ces conseils qui sont donnés, ces coachings qui sont offerts. Donc, pour moi, une application comme My Private App, je me demande juste pourquoi ça n'a pas été créé plus tôt. Merci Fatou. Merci. D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'aller voir The Great Village, parce que je vais y faire un petit tour pour ce que j'ai envie de faire. Wafa, tu en as un peu parlé, donc en 2 mots. Oui. Très rapidement, évidemment, même discours que Fatou. À partir du moment où c'est une plateforme, parce que je n'en ai pas parlé, mais vous irez voir bit33.co, c'est la communauté qu'on vient de lancer pendant le confinement avec ma partenaire Marina, qui me semble, elle aussi interviendra, où en fait, on s'intéresse aux rencontres et au mentorat d'individus par la force de la communauté. Donc en fait, j'ai envie de dire que dans une chaîne de valeur du coaching, c'est très long et ça doit être complet. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, avec votre application, je trouve que vous démocratisez l'accès au coaching. Parce qu'il y a aussi un espèce de tabou de dire j'ai un coach, je me fais accompagner. Tout de suite, c'est un côté péjoratif, alors qu'en fait, c'est hyper important. Donc ça, c'est pour l'individu.
Et après, effectivement, des plateformes comme les 33 qu'on a créées, pourquoi 33%? Parce que l'histoire le prouve, toujours l'histoire. Il a suffi de 33% pour opérer la bascule dans le monde, sur la chute du mur de Berlin, la chute de l'apartheid, la chute de l'URSS. Donc finalement, 33, c'est beaucoup et en même temps peu. Et finalement, l'idée derrière, c'est d'alimenter cette communauté qui est en éveil, qui a besoin d'être accompagnée, de faire des rencontres pour se développer. Donc j'ai envie de dire qu'ensemble, on est plus fort et que l'idée vraiment, c'est que moi déjà, j'ai déjà été voir My Private Coach, donc déjà ça m'intéresse personnellement. Et je trouve ça génial d'avoir cette diversité parce que c'est une connexion au niveau mondial. Et parfois, c'est hyper important aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour ouvrir les esprits. Merci beaucoup, Wafa. Anaï? Comme je disais tout à l'heure, effectivement, je pense que au final, le fait d'avoir un coach, un mentor, quelqu'un qui nous aide, ça peut vraiment aider. Alors on parle des femmes aujourd'hui, mais femmes comme hommes, mais je pense vraiment que ça peut apporter le fait de se sentir soutenu par quelqu'un. Et ça peut aider aussi simplement à se lancer, ça peut aider à plein de choses. Et je pense qu'effectivement, on démocratise, enfin avec en tout cas cette application-là, on démocratise le coaching. Qui était en quelque sorte réservé à une certaine élite jusqu'à présent. Et finalement, un coach, aujourd'hui, j'entends de plus en plus, j'ai un coach business, j'ai un coach de vie, j'ai un coach. Et en fait, je pense que ce que les gens juste recherchent, c'est un soutien, une motivation et quelqu'un qui va les mentorer, entre guillemets, pour aller vers leurs objectifs. Et je pense que c'est très bien d'avoir une app comme celle-ci qui va permettre de le faire. Merci Anaï. Et Anne-Claire, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Marie pour cette opportunité. On voit bien que ça apporte quelque chose d'être tous ensemble pour discuter de ces sujets-là. Donc moi, je pense que le coaching, c'est essentiel. Ça permet, je pense, de faire l'extra step, quoi. On voit bien qu'on a souvent un gut feeling, on a envie de faire quelque chose, une envie qui nous tient, qui revient comme ça dans la tête, et puis on n'ose pas. Et d'avoir quelqu'un en face qui nous dit qu'on peut et que tous les obstacles mentaux qu'on s'est mis dans la tête ne sont que des obstacles mentaux et que on est beaucoup plus flexible qu'on imaginait, ça permet d'avancer et donc d'avoir un soutien comme ça qui nous permet de faire ce dernier pas qui nous séparait de l'innovation, du risque ou de l'ambition qu'on souhaitait avoir. Merci Anne-Claire, merci à toutes. Donc, merci Fatou, merci Anaï, merci Wafa, merci Anne-Claire. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci d'avoir donné de votre temps parce que le temps est précieux. Mais voilà, ça valait le coup. Je vous souhaite une belle vie, une belle carrière et surtout qu'on se voit un jour en physique avec. Absolument. C'est sûr. Donc, merci à vous. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Merci beaucoup, Marie. Merci à toutes.